et vous écoutez Tonnerre sous les podcasts. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Je vais pas entendre déconner toute ma vie. Recevoir des leçons ABC jusqu'à la fin des temps. Merde! Écoute François, Ta gueule, toi! Tu m'emmerdes, toi, je t'emmerde! Je vous emmerde tous avec votre dimanche, petit doigt à la con! Bonjour à tous et bienvenue dans Tonnerre sous les podcasts, le podcast de X. Je suis Alexandre et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Roman. Salut Roman. Salut. Et Laurelène. Salut Laurelène. Salut. Pour parler d'un film sorti en 2021, donc pour nous maintenant il y a un an, le temps passe vite, incroyable, Benedetta de Paul Verhoeven. Alors pour être honnête avec vous, ça fait la 4e fois qu'on essaie d'enregistrer ce podcast. Voilà. On a pas mal de choses à dire. Et même pas le même jour. Et même pas le même jour. Alors, Benedetta, pour vous situer, c'est un film qui est sorti donc l'année dernière du cinéaste néerlandais, mais en même temps qui a travaillé aux États-Unis, en France, Paul Verhoeven. Film avec Virginie Efira, Charlotte Rampling, Daphné Patakia, je l'ai bien prononcé, je suis fier de moi. Merci beaucoup. Lambert Wilson et Olivier Rabourdin, mais ça, il est moins connu, donc c'était moins la peine de le préciser. Désolé Olivier si tu nous écoutes. Et c'est un film qui donc a été présenté d'abord au Festival de Cannes en juillet 2021, puis qui est sorti sur nos écrans, et sur lequel beaucoup de gens ont eu des avis tous pertinents mais très divergents, dont nous d'ailleurs, et donc on s'est dit que ce serait l'occasion d'en parler. Roman, Laurelène, merci beaucoup d'être ici, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Bah oui, c'est pour la bagarre. Ce que je vous propose, comme d'habitude, dans Tonnerre sous les podcasts, c'est de commencer par nous dire un petit peu le rapport que vous avez au film, comment vous l'avez découvert, comment il est arrivé dans votre vie. Ok. Eh bien moi, Benedetta, en fait, j'en ai entendu parler, non pas par la sphère cinématographique, si on peut dire ça comme ça, mais parce que en fait, je suivais des comptes Instagram LGBT, et que comme il est question dans le film, entre autres, d'une histoire lesbienne, certaines personnes avaient vu le film et dans la sphère LGBT critiquaient un peu la manière dont ça avait été représenté, dont ça avait été mis en scène, etc. Bah, ça a juste éveillé ma curiosité. J'ai pas poussé plus que là à voir pour le pourquoi du comment. Je me suis dit, je vais aller voir le film, je vais me faire un avis. Je suis allée le voir une première fois. J'ai vraiment passé un... Alors, je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment. Parce qu'après, je vais être étiquetée comme celle qui a détesté. Il y avait énormément de bons points, mais en effet... pour cette raison de la représentation de cette histoire lesbienne, j'ai passé un mauvais moment devant le film, mais comme le dira après Roman l'a vu à peu près peut-être en même temps que moi ou un peu avant. Peu de temps avant. Voilà, et que je savais que Roman avait beaucoup aimé. Mm. Je me suis dit, mince Laurelène, c'est que tu dois être sacrément conne. Et que... N'importe quoi. Non, tu vois. c'est ça. Et qu'il doit y avoir genre un truc que t'as pas compris. Du coup, j'ai demandé à Roman de m'expliquer pourquoi il avait bien aimé. J'avais tout bien gardé en tête et je suis allée racheter une place. Parce qu'en plus, c'était pas mon cinéma habituel, donc pas avec la carte UGC ni rien. Non, je suis allée racheter une place pour aller revoir un film que j'avais pas aimé une première fois en gardant en tête pourquoi Roman l'avait aimé et j'ai pas aimé. Du coup, je me suis dit que j'avais peut-être du coup des bonnes raisons. Et du coup, j'ai commencé à y réfléchir, et donc du coup, on s'était dit avec Roman qu'on allait peut-être en parler. Et voilà. Bah moi, j'avais des grosses attentes aussi, mais qui étaient du coup autres, parce que j'aime beaucoup Paul Verhoeven. Du coup là c'était et en plus je pense qu'on développera peut-être après, mais ça faisait longtemps qu'il avait dans les cartons de faire un film sur le Christ, et donc du coup forcément l'affiche, le sujet, je m'étais dit oulala, ok, c'est peut-être ce film là qui va qui va le faire. Donc du coup moi j'y allais en tant que fan de Paul Verhoeven, et avec des attentes autour de son film sur la religion, la foi, tout ça. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé, dans la mise en image, dans l'interprétation de Virginie Efira, enfin, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai adoré le film. Du coup, voilà, ce qui fait que après, ça a donné des conversations intéressantes avec Laurelène. Et on est ici pour un peu continuer. Poursuivre ces discussions. Poursuivre ces discussions, c'est ça. Parfait.
Ce qui est intéressant, c'est que vous y allez avec complètement des attentes différentes déjà de base dans l'entrée en salle. Oui. Tout à fait. Et du coup, c'est ça aussi qui fait, je pense, une diversité de propos qu'on peut développer Ça sur le a- film. Peut-être que ça a aussi joué sur, du coup, enfin, comme tu dis, nos attentes, et donc du coup, pourquoi on a eu des avis aussi divergents. Dans un sens comme dans l'autre, quoi. Ouais. Tout à fait. Alors pour resituer un petit peu, si on devait faire un synopsis rapide de Benedetta, histoire de, je veux dire, de remettre l'église au milieu du village. Voilà. Tout, Voilà. pun c'est- intended. C'est le cas de le dire. Donc Benedetta, c'est l'histoire d'une nonne italienne à la fin du Moyen-Âge environ, en pleine épidémie de peste en Europe. C'est une nonne qui a grandi toute sa vie dans un couvent, et qui, un jour, alors que c'est une nonne fervente, classique, lui apparaît une vision. Une vision divine, elle est comme prise de spasme et d'une vision divine. Et déjà depuis petite, elle a une compréhension de sa foi qui est un peu mystique. C'est-à-dire qu'on sent que pour elle, Dieu, c'est pas seulement un concept, c'est vraiment un truc qui l'habite dans son corps. Et là, elle a cette vision qui apparaît à elle et qui la transporte complètement. Et en même temps que cette vision, apparaît dans sa vie Bartolomea, avec l'accent s'il vous plaît, qui est une jeune femme qui est recueillie chez les nonnes. Et donc, parallèlement à ses expériences mystiques, elle se voit dans la situation d'un peu introduire au milieu de l'église cette jeune femme, Bartholoméa. Sauf que, à la fois Bartholoméa et à la fois ses expériences mystiques vont se mélanger en elle, et va apparaître un peu cette tension chez elle sur certains désirs qu'elle a pour Bartholoméa, qu'elle lie aussi à ses expériences divines, et apparaît donc en elle la remise en question des codes dans lesquels elle a grandi, qui lui ont appris à détester son corps, à détester sa propre intelligence, à rechercher aussi par le pouvoir, par la manipulation des autres, par la domination des autres, une certaine forme d'expression de sa propre force. Et donc face à ce danger qu'elle représente intrinsèquement pour l'Église, la réaction de l'Église est d'être confrontée à un dilemme. Est-ce que on arrête de l'écouter et on dit qu'elle mitonne complètement et qu'en plus c'est une lesbienne et donc du coup on la vire? Ou est-ce qu'on profite du fait que les miracles, ça ramène de la thune et ça peut faire parler de la ville et ça c'est quand même pas mal à prendre. Et donc de cette expérience se mêlent les enjeux politiques de l'Église comme institution. Et toute la question du film va être un peu de déterminer, même pour nous spectateurs, est-ce que Benedetta a réellement ses visions? Est-ce qu'elle ment complètement pour manipuler son monde? Ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Est-ce que c'est un mélange des deux? Ah, il pitch bien, hein. Ah, il pitch bien. Ah, Parce que j'ai eu envie de produire le film, mais il existe déjà. Alors, face à ce pitch, est-ce que Roman, tu pourrais nous donner des petites infos de contextualisation sur le film, histoire qu'on comprenne un peu où il se place dans la carrière, notamment de son réel? Ouais, bah complètement. Bah du coup, comme tu le disais dans ton intro, Paul Verhoeven, il est néerlandais. Il est né en 1938. Et dans le pitch de Benedetta, tu parlais de l'ambiguïté. Et ça, en fait, il y a deux choses qui sont vraiment importantes dans le cinéma de Verhoeven. C'est l'ambiguïté, voire la subtilité. Les deux peuvent être liés. Et aussi le cynisme contestataire, euh, un peu punk, hein, d'une certaine manière. Il y a un état d'esprit un peu punk, quoi, là-dedans. Et j'ai une petite citation de lui où il parle de son enfance. Je me rappelle, hein, il est né en 38 aux Pays-Bas et il dit la moitié de ma classe a été tuée par les nazis, l'autre moitié par les bombardements de nos sauveurs les Américains. Cette phrase, c'est tout le cinéma de Verhoeven. C'est-à-dire que il te parle d'une réalité historique, d'un conflit ultra complexe, mais en même temps, il te parle de l'ambiguïté qu'il y a eu dans ce conflit. C'est-à-dire que, bah oui, la moitié de sa classe tuée par les nazis et l'autre moitié par ceux qui sont venus nous sauver, les Américains. Ils ont bombardé quand même. Et en même temps, c'est dit avec un humour assez cynique, acerbe. Voilà, et je trouve que cette citation où il parle de son enfance, tu comprends cette citation-là, tu fais oui, c'est Paul Verhoeven, j'ai vu les films, je confirme. Ouais, que ça soit Robocop, Total Recall, Dans la Starship période Trooper, américaine, voilà. dans la période américaine, c'est complètement ça. Donc il va démarrer sa carrière en Hollande. Ça va pas bien se passer parce que il fait par exemple un film qui s'appelle Soldier of Orange que je trouve vraiment bien, mais où
C'est-à-dire que nous, en France, on a un mythe important sur la résistance française, vraiment de glorifier ça. En Hollande, c'est encore plus. Mais c'est vraiment chez le peuple hollandais, c'est encore plus. Et en fait, il te fait un film pour te montrer que la résistance, c'était beaucoup, dans le film Soldier of Orange, hein, c'était beaucoup des jeunes cons embrigadés qui comprenaient pas qu'ils étaient la chair à canon pour des bourgeois, en fait. C'était ça, la résistance. C'est fou parce que c'est exactement le même propos que Starship Trooper au final. Qui va refaire, voilà, des années plus tard. Ouais. Et donc, du coup, polémique sur polémique, il arrive plus à faire de films en Hollande, mais son talent fait que il va se barrer aux États-Unis, il va se faire repérer avec un film qui est un mastodonte. Hein. Si vous aimez le Moyen-Âge, l'Heroic Fantasy, le KPDP, faut le voir, c'est la chair et le sang. C'est ce film-là hein, qui va le faire décoller. Ou pareil, on parlait de l'ambiguïté. C'est un film qui se passe à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Donc du coup, on a la fin d'un monde et la naissance d'un nouveau, sauf que ce nouveau monde qui naît, avec des intellectuels, des cerveaux, qui étudient l'Antiquité, oui, mais ils mettent ce savoir au service de la création d'explosifs, de canons pour mieux buter des gens, donc la Renaissance, plus compliqué que ça. Donc la période américaine, bah, c'est les gros classiques que t'as cités, hein, et qui font partie de notre paysage culturel, hein, les Robocop, les Total Recall, les Starship Troopers. Enfin, ça va être vraiment et c'est là où ça va être marrant parce qu'il va commencer par la série B, mais il va toucher le blockbuster. Hein. Starship Trooper était un blockbuster, mais il n'a pas perdu de son côté punk et de cette volonté de faire des films qui dérangent et qui font réfléchir. Puis bah, Starship Trooper, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Showgirl, c'était son dernier film, ça n'a pas réussi. Et on arrive bah, là dans la période où on est actuellement, à savoir la période française. Maintenant, il fait des films en France. Donc il y a eu un premier coup d'essai qui était intéressant, mais qui, quand tu t'attends à du Paul Verhoeven, bah t'es un peu déçu. Hein. C'est le L avec Isabelle Huppert, Ouais. qui est un film intéressant, mais bon. Bah déjà, Isabelle Huppert. Faut aimer. Voilà, faut aimer Isabelle Huppert, mais par contre, ce qui est intéressant, Faut avoir mangé trop acide avant, quoi. et par contre, ce qui est intéressant, c'est que je me suis refait Elle, donc le film pour avant Benedetta, voilà. Il y a déjà Virginie Efira, et ce qui est super chouette, c'est qu'en fait, elle joue une espèce de petite bourgeoise super cato, qui se met des pulls en laine avec des cols roulés, enfin, elle dans sa manière de s'habiller, tu vois qu'elle ferme son corps, mais en fait elle cache une espèce de sexualité débordante, c'est-à-dire que le moindre petit ragot dans le quartier, elle veut le savoir parce que ça l'émoustille, ça machin. Et tu vois Virginie Efira dans le rôle, tu dis ouais, il y avait déjà capté un truc chez elle qui fait que dans Benedetta, il voudrait pousser le potard un peu plus loin, quoi. Mais c'est marrant parce que j'ai lu une interview de Virginie Efira par rapport à Benedetta où elle disait que elle avait beaucoup aimé jouer dans Elle ce rôle-là parce que ça l'a elle s'est rendue compte sur le tournage de Elle que ça l'a renvoyé à des questionnements qu'elle avait et du coup le tournage de Benedetta pour elle a été extrêmement important et très intense pour elle parce qu'elle s'est retrouvée confrontée à des questions de face du coup en rôle principal cette fois où elle avait jamais été aussi loin en fait dans sa psyché pour puiser dans le rôle quoi et dans cette ambiguïté. Et du coup c'est marrant que tu dises ça parce que Virginie Efira elle-même elle reconnaît cette force qu'elle a tirée du dans le film qui je pense fait la alors on n'est pas tous d'accord sur l'interprétation de Virginie Efira mais je pense que en tout cas elle est habitée par le rôle, je pense qu'on peut dire ça. Et Ah, alors là, l'intensité, elle y met. voilà, elle y met une certaine intensité à laquelle Alors on a été ça, réceptif. On est d'accord. Une intensité, on va dire ça. Et c'est très marrant quoi de voir qu'elle-même l'a ressenti fort quoi. Et en tout cas voilà donc et aussi du coup ce qui fait qu'on en arrive donc il est dans cette période française et ce qui fait que pourquoi le projet Benedetta sort, c'est mine de rien un projet qui vient un peu de loin, c'est-à-dire que c'est un projet dont il évoquait déjà quelques pistes dans sa période. Alors j'ai fait exprès de pas parler de Basic Instinct parce que c'est son plus gros succès, c'est son hommage à Hitchcock, mais j'aime pas ce film. Mais déjà dans la période américaine en fait il y a eu quelques sorties en interview où on savait que la figure du Christ, que la question de la religion c'était important chez lui. Déjà, il aborde de près ou de loin dans Robocop. Donc je vous renvoie à revoir Robocop, mais il y a tout un symbole christique qui est assez rigolo dans la mise en scène du film. Ah bah à la fin il marche sur l'eau, enfin à la fin il marche totalement sur l'eau quoi. Donc, on sait que Paul Verhoeven fait partie d'un cabinet de recherche autour du Christ.
C'est-à-dire que le mec, sur son temps libre, il se tape des traductions de vieux manuscrits pour comprendre les enjeux politiques du Christ, enfin voilà. On vous renvoie là-dessus à l'analytique sur Mel Gibson, où on avait cité les recherches Tout à de Paul fait. Verhoeven. Tout à fait, voilà. Donc voilà, il y avait cette sortie-là aussi, quoi, au moment de la Passion du Christ, où pourquoi c'était important pour lui de prendre parole à ce point sur son retour sur la Passion du Christ. Et enfin, on a su qu'il voulait faire un film sur le Christ, mais que ça s'est pas fait. Déjà parce que Starship Trooper venait de sortir, Showgirls qui se pète la gueule, enfin... Donc déjà, il était un peu dans le collimateur des cinéastes qui avaient bientôt dégagé. Et dans ce contexte-là, il débarque et il dit, moi je rêve de faire un film sur Jésus. Alors il y a eu le succès de la Passion du Christ, donc on se dit, ah pourquoi pas, mais en quoi tu voudrais faire plus original? Il dit, bah moi je veux dépeindre Jésus comme un Palestinien. Bah on lui a dit non. Ah bon? Du coup on lui a dit, bah pas trop. Et il a dit, ah, bah oui, Ah oui, c'est très drôle. Ouais. Bah oui. Et du coup il a dit, bon bah je vais en France. Et ce qui est marrant, c'est qu'on retrouve là-dedans, je pense qu'on en parlera, mais ce qui est très intéressant dans Benedetta, c'est d'essayer de transférer ce qui est dit sur Benedetta à la figure du Christ, sur cette ambivalence entre est-ce que c'est vraiment le Fils de Dieu, est-ce que c'est un gros mytho qui fait ça par manipulation politique, ou est-ce Ça. qu'il pense sincèrement C'est ça. que sa volonté Et est la du coup, volonté divine, même s'il n'est qu'humain, quoi. Une partie du gros plaisir que j'ai eu face à ce film se réside dans ce que tu viens de dire. Mais alors ça, soyons d'accord sur cette partie-là, j'ai vraiment adoré, hein, c'est pas le... Ah. Oui, et je pense qu'on se met d'accord sur le fait qu'il y a un traitement de ce sujet-là dans le film. Or, et ça me permet de rebondir, ce qui est intéressant, c'est que Benedetta, c'est pas seulement une allégorie du Christ, telle que Verhoeven le conçoit, c'est d'abord une histoire vraie, et c'est aussi d'abord un livre paru, si je dis pas de bêtises, en 87. Alors, peut-être que tu dis des bêtises, je n'en sais rien, parce que je l'avais noté quelque part et j'ai oublié ma feuille. Mais l'histoire de Benedetta, donc du coup de cette nonne qui a été genre vraiment genre enfin étiquetée. Alors là pour le coup dans cette thèse là c'est une lesbienne dans l'église, un truc comme ça, enfin et qui a eu des visions, etc. et qu'il y a eu un enjeu politique autour de ça, c'est vraiment arrivé. C'est pas une fiction inventée par Verhoeven. Et donc du coup là tout sur ce sur quoi je vais m'appuyer c'est sur la thèse qui a été faite et qui sera du coup en lien dans la description. Mais par contre, il y a quand même certaines modifications qui ont été faites dans le film par rapport à l'histoire originale, et des modifications qu'il me semble intéressantes de noter. Tout à fait. C'est que, en fait, dans l'histoire originale, enfin, dans notre histoire, dans ce qui s'est passé, Benedetta, elle était quand même atteinte de... Alors, supposément, parce qu'il n'y avait pas un psychiatre sur Doctolib qui est venu... mais supposément atteinte de gros troubles psychologiques, et que maintenant en fait justement, et c'est tout l'objet de pas tout l'objet de la thèse, mais il y a pas mal de chercheurs qui ont fait des trucs dessus par rapport aux témoignages, par rapport à tout ce qui a été dit sur Benedetta, parce que ça a été une histoire assez documentée. On peut retrouver les troubles et donc du coup se dire que c'était peut-être tel trouble psychotique, etc. Donc notamment enfin j'allais dire des crises de convulsions, c'est un nom ça. De l'épilepsie, mais aussi peut-être une forme de schizophrénie et enfin d'autres troubles. Donc elle était malade en fait. Donc du coup il y a aussi des choses très intéressantes qui ont été faites par rapport à la foi, par rapport à ça, parce qu'ils ont pu voir chez les chercheurs que certaines maladies mentales activaient dans le cerveau certaines zones en fait qui étaient les mêmes zones activées par les gens en fait qui sont témoins de miracles, des trucs comme ça, et non mais si, c'est super intéressant. Incroyable. Et qu'en fait, du coup, ça pourrait, du coup, elle aurait pu être, elle vraiment, genre, avoir la même expérience que quelqu'un qui a des miracles, mais en fait, que ça serait dû à des troubles psychotiques, etc. D'accord. Mais que, en fait, aussi, un truc assez important, c'est que cette maladie mentale-là, ça l'a poussée à avoir des comportements, genre, vraiment horribles avec les autres nonnes du couvent, et notamment à violer sa partenaire de chambre, Bartholoméa, et à avoir vraiment des gros comportements. Elle l'a violentée, elle a été genre vraiment... Mais c'est même plus de la manipulation, c'est genre vraiment, elle a été horrible avec Bartholoméa dans la vie réelle, et vraiment des viols, de la maltraitance, etc. Et en fait, le problème, c'est que à l'église, dans l'église, le lesbianisme, etc., c'était mais alors tellement pas accepté, ce qui fait que même s'il y a eu des témoins, etc., en fait c'était vraiment genre on le cache, on n'en parle pas, et donc du coup Bartholoméa a vraiment subi ça, mais de bout en bout, sans que personne ne puisse l'aider et fasse quoi que ce soit, parce qu'en fait
C'était genre reconnaître que Bartolomea a été violé par Benedetta, ça voulait dire reconnaître qu'il puisse y avoir des relations lesbiennes en plus chez des nonnes. C'était inacceptable. Ouais, on a cassé le thermomètre pour pas voir la température, quoi. C'était à peu près ça. Donc, Paul Verhoeven a fait le choix de ne pas retranscrire le film comme ça. Mais du coup, et c'est là que ça me pose question, c'est que donc du coup, l'histoire entre Bartolomea et Benedetta dans le film Benedetta de Paul Verhoeven n'est pas l'histoire réelle. Et c'est pas grave que ce soit pas l'histoire réelle, c'est pas le problème, mais c'est donc du coup que c'est des trucs, on peut pas lui dire oui, il le raconte comme ça parce que ça s'est passé comme ça dans la réalité. Non, il le raconte comme ça parce qu'à un moment donné, Parce qu'il l'a choisi. Parce qu'il l'a choisi et qu'il s'est dit je veux que ce soit comme ça. Parce que c'est vrai qu'effectivement, c'est très intéressant la thèse de l'origine psychiatrique des troubles de Benedetta, que ce soit sur la question des visions ou de son rapport à Bartolomea. Ce qui est très intéressant, c'est que déjà dans cette thèse-là, les deux comportements sont liés l'un à l'autre. Et effectivement, ce que fait Verhoeven, c'est que lui aussi lie les deux comportements l'un à l'autre, mais non plus par une origine psychiatrique, mais par une découverte de sa propre puissance et de son propre vouloir, dans quelque chose de très de découverte de soi en fait, quoi, d'une manipulation qui est aussi l'occasion de se ressentir soi-même, quoi. Donc c'est un déplacement complet du cadre d'interprétation de ses comportements, quoi. Oui, c'est ça. Et en fait, du coup, moi, ça m'a posé plusieurs questions et oui, là où c'est vrai que ça vient de me revenir maintenant, c'est pas tellement que je me suis posé ces questions-là et que du coup j'ai regardé le film à l'horizon de ces questions-là, parce que tout ça j'ai découvert après. Bien sûr. Ouais. Ça voilà, ça c'est intéressant c'est important pour le préciser, c'est que vraiment moi juste j'avais eu écho qu'il y avait des gens dans la communauté LGBT qui avaient regardé ce film-là, qu'ils avaient pas trop aimé, je me suis dit je vais aller voir ce que ça donne, mais vraiment sans m'être renseignée avant. Et il se trouve qu'en fait, sans que j'ai pas vraiment d'attente particulière sur je vais regarder un film qui va être nul, pas du tout. Mais les scènes entre Benedetta et Bartolomea, je les ai trouvées mauvaises. Enfin, mauvaises. Pas mauvaises dans le sens mal filmé, mais dans le sens où je les ai trouvées assez problématiques. Et les scènes de sexe entre les deux pas forcément les scènes de sexe. Alors les scènes de sexe aussi, mais les scènes d'interaction entre Benedetta et Bartolomea. Ouais. De cette émotion, en ayant vu le film, j'ai voulu un peu me renseigner en me disant ok, pourquoi je me suis sentie pas bien à cause de ça, qu'est-ce qui a fait que je me suis sentie mal à l'aise, qu'est-ce qui a fait que ça m'a posé problème. Donc sur le fait qu'elle serait pas du tout réaliste et même... Alors, pas du tout réaliste, c'est une chose, ouais. Et aussi que les choix scénaristiques, je les ai trouvés, je me suis dit, alors, soit c'est la réalité, c'est comme ça que ça s'est passé, et ok, parce que dans le film, il le précise que c'est tiré d'une histoire vraie, un truc comme ça. Sauf que t'as très bien dit que c'était pas le cas. Soit c'est un choix, et pourquoi avoir voulu montrer ça? Ouais. Ce qui est très marrant, c'est que on peut le lier à la représentation d'une relation homosexuelle. Je sais que ma mère, qui était dans le dernier podcast, j'en profite pour... a, au bout d'une demi-heure, arrêté le film parce qu'elle était, elle aussi, très mal à l'aise devant toutes les scènes d'interaction entre Benedetta et Bartolomea. Non pas pour une question de représentation homosexuelle, puisqu'elle n'est pas dans ces considérations-là, mais parce que la simple réelle et le point de vue de Verhoeven l'a profondément dérangé au point où elle a dû arrêter le film, quoi. Donc c'est vrai que ce sentiment que t'as eu de gêne a vraiment été beaucoup partagé. C'est ultra toxique, hein, c'est une relation à prendre avec des pinces. Hein. Mais même en dehors de la toxicité, parce que j'ai déjà vu des films où il y avait de la toxicité dans le truc, et c'est pas... Alors certes, c'est malaisant, mais c'est pas... Là, c'était pas tellement le problème, en quelque sorte. Enfin si, c'était le problème, mais c'est pas genre j'étais pas en mode oh mon dieu je me sens trop mal, je veux pas voir ça. C'était pas dans ce sens-là. Moi ce qui m'a posé particulièrement problème, alors il y a certaines scènes où c'était de l'ordre du jeu d'acteur, mais c'est pas ça le plus mais du coup au-delà du jeu, ça c'était vraiment à côté. Il y a des scènes du coup vraiment entre Bartolomea et Benedetta qui m'ont choquée, et sachant d'autant plus que c'était pas l'histoire des réels et que du coup c'est un choix de Paul Verhoeven, ça me pose problème, c'est le fait que, du coup, là, dans le film, c'est Bartolomea qui tame des jeux de séduction avec Benedetta. À lui passer la main par derrière les fesses, des comportements problématiques. Genre, je dis jeux de séduction, je suis bien gentille. Non, c'est pas des jeux de séduction, c'est à la limite de l'agression. C'est à la limite de l'agression parfois. C'est des relations toxiques. Hein. C'est des relations très toxiques. Et je me suis dit, mais pourquoi genre, alors, en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est que du coup, c'était pas dans l'histoire réelle, donc du coup, pourquoi le mettre en place? Genre, pourquoi mettre en place une Bartolomea qui, du coup, se met à
agresser sexuellement Benedetta, en sachant en plus, genre, qu'il y a genre tout un passif en fait de des relations homosexuelles, que ce soit entre hommes ou entre femmes, en fait, que c'est des relations non consenties, des relations qui sont de l'ordre du viol, des relations qui sont de l'ordre de... Enfin, le fameux, toutes les lesbiennes, c'est des chaudasses, elles vont te, genre, oulala, mon amie elle est lesbienne, faut surtout que je me méfie parce que sinon elle va me choper dans les toilettes. Et ah voilà, mon pote il est gay, faut que je fasse attention, sinon il va me choper dans les toilettes. Et en fait, je me dis, mais il n'y avait pas ça dans le livre original. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, ce livre-là, c'est le livre sur lequel Paul Verhoeven s'est basé, hein, le livre dont je parle. C'est-à-dire qu'il l'a lu, le gars, et il s'est dit, non, je vais faire plutôt un truc où, en fait, enfin... Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi? Genre, quel intérêt de mettre ça en place? Je vois vraiment pas. Ou alors, je pense pas que ce soit genre vraiment délibéré contre, enfin, pour appuyer le truc. Mais en fait, ça m'a profondément gênée. Je voyais pas l'intérêt. Genre, je vois pas scénaristiquement qu'est-ce que ça ajoute, sinon, si ce n'est de souligner une nouvelle fois des trucs qui n'avaient pas à être soulignés. Et il y a enfin les scènes de sexe qui étaient là où je me suis dit, mais c'est une blague. Enfin, c'est... Bah, parce que c'est un peu ce que, genre, tu vois, c'est un peu ce que j'ai dire. Moi, c'est une discussion qu'on a depuis 1 an maintenant. Ouais. Du coup, ça m'a donné l'occasion d'avoir un peu, tu sais, d'une réflexion par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est des choses que j'ai pas vues personnellement, mais du coup, je vois vraiment la pertinence de cette analyse-là, tu vois. Et c'est vrai que je me suis dit, mais c'est peut-être bateau, hein. D'un côté, Verhoeven, il a toujours eu à cœur dans ses films de montrer ce qu'il y avait de dégueulasse et de malsain dans l'être humain, et toute l'ambivalence que porte l'être humain dans sa moralité. D'un autre côté, c'est un mec blanc hétéro de 82 piges qui a jamais dû voir une lesbienne en peinture et qui se met de parler d'un truc qu'il maîtrise pas parce que lui il veut pas parler de ça, il veut parler du Christ et du machin. Et du coup les deux en même temps, ça fait qu'il fait une espèce d'interprétation de ce que serait la relation entre Benedetta et Bartolomea sous un plan malsain comme il l'a toujours fait, mais avec les maladresses d'un vieux de 80 piges hétéro qui a jamais vu ça en peinture quoi et qui du coup fait un peu sur ce plan-là du film fait un peu nimps parce que ça l'intéresse pas et qu'il a pas fait l'effort de faire tu vois de là-dessus quoi. Bah, et c'est là qu'on en vient à un point au point qui me semblait intéressant, qui était que alors voilà, je vais pas m'attarder sur le fait que les scènes de sexe c'est nimps parce que Bon, c'est vrai que oui, voilà, c'est pas du tout. Bah, ouais, je vais pas dire que c'est toxique, c'est pas dans le sens genre ah là là c'est malsain, c'est toxique, c'est pas ce côté-là, tu c'est vois, un point de genre vue très hétéro en tout cas. c'est un point de vue très Ah, hétéro, moi, genre vraiment j'ai l'impression, enfin, moi le point de vue que j'en ai eu c'est genre vraiment si vous allez vraiment sur un site pornographique et que vous regardez un porno lesbien, ça ressemble à ça. Et genre, t'as vraiment l'impression que c'est. Enfin. Alors c'est fait pour le plaisir masculin, c'est ça. Comme tu disais, genre quelqu'un qui a jamais vu une lesbienne en peinture. C'est comme ça qu'il se fait une image. C'est comme ça qu'il s'imagine. Ouais. Voilà, genre c'est même pas que c'est même pas le côté malsain. Genre c'est même pas le truc toxique, la relation toxique entre les deux. C'est juste maladroit quoi. C'est juste maladroit et t'es. Ouais. Oui, on sent que c'est un mec de 80 piges qui en a rien à foutre de ça et qui l'a dans son film, mais c'est pas ça qui l'intéresse dans son film, quoi. Et le truc que j'aurais voulu rajouter par rapport à ça, c'est que, et qui me semble important, c'est que c'est pas Laurelène qui recherche, oulala, absolument avoir qui brandit le drapeau lesbien LGBT à tous les coins de rue, telle une bretonne à la fenêtre de son balcon. C'est parce qu'en fait, j'ai déjà vu plein de films où il y a une représentation lesbienne qui est claquée au sol. Et bah, c'est pas grave. Mais, non, c'est pas grave. Non, Si, je comprends ce que tu veux dire, dans le sens, voilà. Ça arrive, et puis genre, je me focalise pas là-dessus, et il y a des films que j'ai adorés, et qui m'ont pas posé plus de problèmes que ça, même si je reconnaissais que, en fait, une autre époque, un réalisateur 3G, un truc comme ça. Mais là, pour le film Benedetta en particulier, ça m'a posé problème. Alors qu'une mauvaise représentation lesbienne m'aurait moins gênée dans un autre film. Et pour ce film-là en particulier, ça m'a posé problème. Donc c'est vrai que c'est super intéressant de se poser la question de pourquoi là particulièrement, ce point-là, qui pourrait apparaître secondaire dans le film si on le prend sous l'axe christique, etc., en vient à être un réel enjeu dans la réussite du film, et là, dans ton cas, dans son échec, quoi. Voilà, là ça fait genre 3 heures que je parle, du coup peut-être que tu... il y a beaucoup de choses qui ont été ouais, voilà. dites, du coup. Ouais, voilà. Autant sur la
Dans tout ce que tu as dit, il y a des points sur lesquels je te rejoins, mais du coup, après coup, après en avoir parlé, après avoir revu le film, notamment, c'est-à-dire que, notamment sur la relation Benedetta et... j'ai un trou de mémoire sur son... Bartolomea, notamment sur leur relation, c'est-à-dire que c'est vrai que, effectivement, le fait de... Je comprends narrativement, moi. Pourquoi? D'un point de vue purement scénaristique, voilà, on prend nos archétypes, notre construction de récit, tout ça. Bon, en fait, Bartolomea, il t'en fait un mentor contre-initiatique, c'est-à-dire que ce qui va faire plonger Benedetta, c'est ça, mais c'est en même temps Bartolomea qui va l'élever, et donc c'est encore une fois l'ambiguïté de Paul Verhoeven. Mais après conversation avec Laura Helen, c'est vrai que faire ça de Bartolomea, c'est aussi remettre une pièce dans la machine du cliché autour de l'homosexualité, c'est pas des relations amoureuses sérieuses, c'est des relations dangereuses, perverses. Donc ça, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un regard où je comprends totalement. Et ensuite, ben sur la représentation du sexe, ben voilà, bah, elle te gêne, elle tout ça, je vais pas dire non, c'est pas vrai. Si, c'est ce que tu ressens. J'ai pas mon mot à dire là-dessus. Et oui, évidemment qu'il doit avoir un aspect regard de vieux mec enfin, j'entends tout ce que vous avez dit. Il n'empêche qu'à chaque fois que je les vois, moi, je vois vraiment plus une satire sur le jeu de pouvoir. Euh, dans le sens où, selon moi, hein, les scènes de sexe... Alors maintenant, est-ce que c'est problématique de les avoir filmées comme ça, d'en avoir fait ça et tout, ça, on peut en discuter, y a pas de problème. Mais moi, dans le sens où je me verrais pas de lui reprocher, parce que, un, je suis pas lesbienne, donc je vais pas commencer à lui reprocher ça. Et deux, je lui reprocherais pas ça moi, personnellement, dans le sens où j'ai l'impression que quand je les vois, ces scènes de sexe-là, pour moi, c'est pas le sujet, en fait. Pour moi, c'est pas le sujet de représenter une relation sexuelle réaliste, libératrice, machin. Pour moi, c'est des enjeux de pouvoir drôles, satiriques et ouais, punk quoi. Parce que on parle de nana qui se masturbe avec des godes de Jésus quoi. Ouais, voilà. Mais non, mais faut rappeler ça C'est aussi. bien. Enfin donc, il y a un côté petit con punk qui fait que sur cette représentation-là, j'ai un peu cette vision-là. Mais après sur le reste de ce que t'as dit, bon, j'ai eu ma première interprétation, mais j'entends aussi cette partie-là. En fait. Et je pense que c'est là le point sur lequel il y a un désaccord au réel et qui est extrêmement intéressant, qui est, on est tous d'accord pour dire que Benedetta est un film extrêmement intéressant pour qui se pose la question de qu'est-ce que la foi, quel rapport elle a à une institution politique telle que l'Église, de quelle manière au final la foi, compris comme expérience profondément mystique et de libération, s'oppose par essence à l'institution religieuse comme aliénation, etc. Et ça, tout le film le traite très bien. On est tous d'accord pour dire que le film, sur un plan esthétique, est très bien fait. Il y a des magnifiques scènes qui sont clairement des pochettes de black metal, voilà, impressionnantes. Ah ouais. Simplement, on est également tous d'accord pour dire qu'il y a une maladresse dans la représentation de la relation homosexuelle et de ce qu'elle peut impliquer entre Benedetta et Bartolomea. Et là où il y a par contre un vrai désaccord sur le film, et je trouve que c'est un désaccord qui est extrêmement pertinent, c'est que pour Roman et moi, cette maladresse-là n'empiète pas sur la qualité du film, parce que on le voit comme une maladresse au sein d'un film très intelligent sur l'Église, etc. Là où pour toi, Laurelène, j'ai l'impression que ça agit sur la réussite du film de manière générale. C'est-à-dire qu'il y a cette représentation-là et cette représentation maladroite est un réel enjeu dans la réussite du film et dans le fait que, au final, ce soit une œuvre complète qui soit intéressante sur tous les aspects. Donc ça pose une question fondamentale extrêmement intéressante, à laquelle on va pas pouvoir répondre là dans un podcast en 45 minutes évidemment, mais qu'est-ce qui fait qu'un film est réussi en fait? C'est-à-dire pourquoi Oui, on a et qu'est-ce qui fait ouvrir des qu'un pistes. aspect est un enjeu ou n'est pas un enjeu? voilà, qu'est-ce qui fait qu'un aspect est un enjeu et pas un enjeu pour nous? On C'est va peut-être ouvrir des pistes. Hein. Voilà, on va on va ouvrir donner des une pistes, voilà. réponse. franchement, alors Ouais, et bah non, on va s'arrêter là. ouais, ça, non, mais la Merci, on va première donner chose qu'on peut dire, c'est qu'évidemment, il y a déjà le gros aspect de la subjectivité du spectateur en tant que, Ouais. comme avec Roman, on n'est L'enjeu pas, externe. voilà, on n'est pas on est moins sensible à ces questions de représentation, on l'est beaucoup plus aux questions archétypales et de réflexion sur l'église, etc. Donc peut-être que pour nous, simplement en tant que spectateur, ça joue pas. Mais après, il y a sûrement quand même quelque chose d'un peu plus profond, d'un peu plus objectif sur le fait que non, mais pour qu'un film soit réussi, il y a un moment, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de choses dans le film qui soient réussies également. Et c'est intéressant de voir pour toi, Laurelène,
pourquoi la non-réussite de cet aspect du film a impliqué pour toi une non-réussite du film, quoi. Oui, parce qu'en fait, là, l'avantage que ce soit la 4e fois qu'on tourne ce podcast, ou bien qu'on veuille le tourner en tout cas, c'est que du coup, on a eu le temps d'en parler. Parce que là, vous avez l'impression que c'est fluide comme ça l'était pas du tout à la base. C'est que en fait on a eu des grosses discussions aussi où on m'a un peu martelé oui enfin Laurelène ça là tu trouves que c'est un enjeu parce qu'on est au 21e siècle sous-entendu au siècle dernier t'aurais pas trouvé que c'était un enjeu mais en fait et c'est là que je vous avais dit non mais il y a plein de films aujourd'hui où quelquefois il y a des mauvaises opinions et puis bah tant pis tu vois genre c'est pas c'est un, entre guillemets un détail et pour moi là pour Benedetta c'est pas un détail et pourquoi pour moi c'est pas un détail alors l'une des pistes que je peux ouvrir sur pourquoi là c'est un enjeu, c'est que certes Verhoeven il a voulu parler de ces questions de genre des rapports entre la foi et l'Église et la société de manière générale. Il a voulu parler de la figure du Christ, etc. Bon, ben des saints ou des questions de faux miracles, des questions de personnes qui ont été canonisées, comme ça dans l'histoire du christianisme, mais il y en a eu. À l'appel. Pourquoi on choisit, pourquoi, et je veux dire, sur toute l'appel, il a choisi celle qui a vécu une relation lesbienne. Ouais. C'est-à-dire que il avait l'occasion de, je veux dire, des figures, et puis en plus, je veux dire, c'est des trucs qui sont très très bien documentés, je veux dire, c'est pas comme si c'était... Puis Benedetta, il est quand même allé chercher de derrière les fagots, quoi. Ouais, enfin, je veux dire, pour parler du Christ, il aurait pu parler du Christ, quoi. Il a fait le choix de parler d'une lesbienne. voilà, c'est ça, exactement. Et encore une fois, il est allé la chercher derrière les fagots, c'est-à-dire qu'il a fait la chercher Benedetta, enfin, vous la connaissez toute chose, ça, Benedetta. Ah, moi, j'ai appris que c'était une histoire vraie après avoir vu le film. Oui, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est qu'à un moment donné, il avait le choix entre faire plein de trucs, et il a choisi de parler de l'histoire d'une lesbienne. Bon, ben du coup, à partir du moment où tu fais ce choix-là, et qu'en plus, en te renseignant sur l'histoire de cette lesbienne, tu modifies des éléments réels pour les refaire comme ça, c'est qu'à un moment donné, t'as voulu de toi-même en faire un enjeu. Oui, Donc- il aurait pu ne pas en faire un... Il avait complètement la possibilité de ne pas en faire un enjeu, et pourtant, effectivement, dans le film, ça se présente comme un enjeu. Alors, Ouais. voilà, et en plus, c'est pas comme si c'était 2-3 scènes de respectivement 10, 15 et 45 secondes. Oui, c'est une partie conséquente du film. C'est en plus une partie conséquente du film. Donc à partir du moment où ça représente une partie conséquente du film, que pour traiter de ce sujet-là, tu pouvais faire autrement, mais que tu as choisi de traiter de ce point de vue de ce personnage-là, en modifiant en plus des parties de l'histoire pour que ce soit au contraire bien comme ça et pas comme c'était à l'origine, bah tu t'enseignes un peu et t'essayes de faire en sorte, parce que je pense qu'il y aurait eu moyen, bah alors après je suis pas du tout réalisatrice, mais qu'on aurait pu traiter de ces mêmes enjeux de domination, de ces mêmes enjeux de la figure du Christ, de la libération du corps en plus, mais sur la libération du corps avec des lesbiennes, tu peux faire ce que tu veux, tu vois, enfin, tu peux faire plein de choses sans ajouter ces éléments-là qui me semblaient problématiques. Voilà. Ouais, complètement. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, ça permet de ne pas questionner Benedetta comme Roman et moi l'avons fait, comme beaucoup de critiques l'ont fait. On renvoie au très bon Sale temps pour un film qui a interrogé le film sous cet aspect-là. Benedetta sous l'aspect christique, qui est le truc qui saute à la gueule devant le film. Ça permet d'interroger Benedetta aussi comme adaptation. Benedetta aussi dans ses enjeux qui peuvent paraître secondaires mais qui ne sont pas tant que ça. Et donc c'est pour ça que ouais, c'est un propos que je trouve extrêmement pertinent à mettre en avant, quoi, de dire à un moment, si t'as toutes les occasions possibles de pas parler d'un truc et que t'en parles, t'avais le choix. Tu vois, c'est peut-être un peu existentialiste de dire ça, mais alors on a toujours le choix. Tu vois. Oui, et puis, mais dans ce cas, genre, après, c'est peut-être mon problème aussi à moi avant de tourner ce podcast, c'est que j'ai pas écouté non plus d'interview de Verhoeven. Peut-être qu'il y a quelque part une interview où il explique clairement pourquoi il a fait le choix de parler de ça, ou bien peut-être que Roman, du coup, tu pourras m'expliquer tu pourras me donner des billes là-dessus sur du coup pourquoi il a fait ce choix-là, et peut-être que du coup en effet c'était pour des raisons enfin qui étaient enfin que j'imagine pas, et Enfin, les interviews où lui il s'exprime sur ça, c'est-à-dire qu'en fait le reproche qu'on peut faire à Paul Verhoeven et que j'entends dans cette interprétation-là, dans ça, c'est tout simplement, enfin tout simplement c'est que comme il aime beaucoup la satire et comme il a un état d'esprit punk, c'est que plutôt que traiter ce sujet de la libération du corps, de la relation lesbienne et de le faire bien, il l'a fait d'une certaine manière un peu par-dessus la jambe, juste parce que ça, il y a ça aussi. Paul Verhoeven, c'est un petit con.
enfin, dans l'état d'esprit, faut le voir en interview, c'est un petit con. Je suis sûr qu'il l'a fait parce que ça le fait marrer d'avance. Je veux dire, je vais montrer à Cannes un plan de Virginie Efira, les jambes écartées, qui se fait doigter avec une statuette du Christ. C'est ça qu'il fait. C'est ce côté punk, en fait. Et du coup, c'est complètement légitime de lui dire, mais mec, enfin, la cause LGBT, les LGBT, il y a des gens qui souffrent. Et toi, tu prends notre truc parce que ça te fait marrer de choquer le bourgeois, genre, wow, Mais enfin, mais tu en vois. plus, tu peux complètement choquer le bourgeois avec la même scène, hein. Mais juste, peut-être tourner différemment, tu vois. Tout Genre, à fait. Et ça aurait pas été. Et c'est ce qu'il avait fait avec elle, où ça avait cette même volonté de choquer le bourgeois, mais en prenant des points de vue de bourgeois, justement. Mm. Et où peut-être, du coup, c'était peut-être un peu plus réussi, parce Tout à qu'il fait. n'y avait pas d'enjeux secondaires non traités dans elle, quoi. Mais quand c'est vrai que les interviews où il te parle de Benedetta, c'est plus sur un des enregistrements, comme on l'a fait plusieurs fois de podcast, sur un des enregistrements, je parlais un moment du lien entre Benedetta et les catcheurs, où je disais qu'en fait, bah ouais non, bah ouais non, mais parce que où je disais qu'en fait le catch, c'est un sport divertissement, c'est du divertissement sportif, mais qui ne marche que par la foi, qui ne marche que si t'y crois, Oui, oui. tu vois, et aussi sur la notion de bah, il y a un doute, mais d'une certaine manière, la réponse, je m'en fous. C'est-à-dire que, dans le sens où, Faut que tu précises parce que j'y je vois viens, pas où tu veux. j'y viens dans le sens où, quand t'es gamin face à l'Undertaker, qui est un catcheur qui fait croire qu'il revient du monde des morts, machin, il y a une partie de toi, tu te dis, il se fout un peu de ma gueule. Mais il y a une autre partie de toi qui a envie d'y croire, mais en fait, elle est pas là, la question. La question, elle est que, l'Undertaker, bah, ça marche. Quand il est là, ça marche. J'ai peur, je machin. Et en fait, ce qui fascine Paul Verhoeven quand il te parle de Benedetta, c'est qu'en fait, lui-même, quand on lui demande est-ce que la figure historique de Benedetta, ça a vraiment été une mystique? Est-ce qu'elle a vraiment vu le Christ? Ou est-ce que c'était une folle qui a des visions, machin? Il dit mais je m'en fous de ça. C'est pas ça en fait qui me fascine. Ce qui me fascine, c'est cet entre-deux, parce que cet entre-deux, c'est la définition de la foi, et c'est la définition du cinéma selon lui. C'est-à-dire que le cinéma, c'est ce moment où tu te retrouves dans une salle, enfin, je le sais que Bruce Willis, il a pas les capacités qu'il fait dans ses films d'action, mais pendant 1 heure et demie, je suis devant. Et ça marche. Mais tu sais que ça a un nom, ça? Ça Dis-moi. s'appelle la suspension volontaire de Et l'incrédulité. suspension, La suspension d'incrédulité, qui est C'est au ça. cœur du cinéma, ouais. Qui est au cœur du cinéma, tout à fait. Et du coup, les rares Coleridge. et les rares interviews que j'ai trouvées de Paul Verhoeven sur Benedetta, c'est plus là-dessus, en fait, c'était vraiment plus... Mais c'est ça, en fait, c'est-à-dire que pour lui, son enjeu, quand il fait ce film-là, c'est ça, c'est de traiter de la foi, de cet entre-deux, entre y croire, ne pas y croire, et dépasser un peu cette question, et voilà. Oui, parce que finalement, ce Mais qui du est coup- intéressant, c'est pas de savoir si Jésus était le fils de Dieu. Ce qui est intéressant, c'est l'importance de l'histoire de Jésus dans C'est ça. l'humanité, quoi. Enfin, ouais. Exactement, voilà, Mhm. c'est Oui, ça. oui, non, mais tu vois, je suis très d'accord avec toi, mais je suis très d'accord avec toi, ça peut rien dire. Je suis complètement d'accord avec toi. Ah non, mais c'est pour répondre à la question, il en pense quoi, Polo, mais il Il répond répond ça. des couilles, quoi. Mais du coup, ça ne, voilà, mais ça Mais ne du coup, fait ça- que courir ce que tu dis, c'est, ah ouais, mais du coup, les lesbiennes, ils en branlent. Et dans ce cas, bah, le reproche de, bah, pourquoi t'as pris elle, du coup, il est ultra légitime, en fait. Ouais. Enfin, Et du coup, pourquoi tu passes un bon 40 minutes de ton film à en parler si tu t'en branles, quoi. bah, et après, ben, quand on parle de la notion d'enjeu, bah, enfin, alors déjà, faut voir de quel enjeu on parle. Parce qu'il y a, selon moi, il y a tous les enjeux qui sont hors du film. Quand un producteur, il met la moitié du pognon du studio pour faire Spider-Man, bah l'enjeu c'est que ça surcartonne. C'est voilà, donc il y a ce premier enjeu là. Bon bah il y a déjà ça à questionner et il y a aussi l'enjeu du spectateur quand on va au cinéma. C'est-à-dire que si tu vas voir un film, si là c'est ah Laurelène t'as pas le moral, donc notre enjeu pour aller, nos attentes pour aller au cinéma c'est de remonter le moral et que je t'invite voir la liste de Schindler, bon bah on a foiré l'enjeu quoi. Bon, est-ce que c'est la faute du film, est-ce que c'est la faute du copain? Mais ça, c'est ce qu'on vient de se dire sur nos attentes du film, tous différents. Bah voilà, toi c'était via des comptes LGBT ou t'avais peut-être ce prisme-là. Moi c'était plus en tant que fan de Verhoeven et du coup, bah, en sortant, enfin ça donne le podcast qu'on vient de faire. Et après il y a aussi l'enjeu à l'intérieur d'un récit parce que du coup ça m'a beaucoup questionné parce que c'est vrai que alors j'ai beaucoup Mais oui, on en avait parlé la dernière fois de tout ça.
j'ai beaucoup évolué sur la question, bah, grâce à toi, sur le fait de me dire oui, effectivement, ça me dérangeait pas parce que pour moi, ça n'était pas un enjeu du récit. Mais dans ce cas, c'est quoi vraiment l'enjeu d'un récit? Et en Et fait, on avait parlé de l'enjeu de... Oui, est-ce que l'intention qu'a voulu mettre hmm, l'auteur du récit, est-ce que c'était forcément ce qui faisait la définition de l'enjeu du récit lui-même? moi en fait, personnellement, il y a, selon moi, dans un récit, il y a plusieurs couches d'enjeux. Il va y avoir peut-être l'enjeu, je dirais, soit thématique, c'est-à-dire que si l'histoire que je suis en train de lire ou en train de voir commence à développer une thématique, faut qu'en sortant du film, j'ai eu des réponses aux questions que le récit a lui-même posées. C'est-à-dire que déjà pour moi, il y a l'acte 1 qui va poser des problématiques. Voilà, quand tu vas voir Star Wars, il y a l'Empire qui commence à bouffer des terres sur la rébellion. Bon, bah ça amène des questions, ça. Donc il faut que quand je sorte de Star Wars, j'ai des réponses à ça. Et ensuite, il y a les enjeux plus personnels par rapport au personnage. Bon, ben si je reste sur Star Wars, c'est ça, c'est est-ce que Luke Skywalker, il va réussir à transcender la personne qu'il est, passer du petit fermier qui ne peut pas faire ses études à devenir grand héros de la résistance et devenir prendre fait et cause dans une mission qui n'était pas la sienne, voilà. Et en fait, à partir du moment où il y a ces différentes couches de récits, je pense que, alors là, ce que je dis, attention, je suis en freestyle roll total, je parle que de ce que moi je ressens devant les films. C'est-à-dire, c'est pas un truc que j'ai réfléchi, théorisé, machin, et je ne dis rien comme si c'était une vérité absolue. Euh, Personnellement, par moment, ça m'est arrivé de me retrouver devant des films qui, par exemple, vont développer un enjeu thématique et où j'ai des connaissances sur le sujet. Ça arrive parfois. Et du coup, je trouve que le film est pas très pertinent, tout ça. Ça peut ne pas me gâcher mon plaisir du film. De me dire, bon, c'est pas le meilleur film sur la boxe, parce que je pratique la boxe, ça ressemble pas à ça un match de boxe, mais l'histoire elle est bonne, les personnages sont touchants. Ah bah Rocky, je veux dire, Rocky, c'est ça. Rocky, il boxe comme un mais Rocky, le mec. c'est ça, la saga Rocky, c'est le sang qui coule dans les veines. Mais par contre, oui, c'est des, enfin, un combat de boxe, ça ressemble pas à Rocky. Voilà. Concrètement. Bon, bah, voilà, ça peut ne pas me déranger parce que l'enjeu, d'une certaine manière, selon moi, il est plus dans le développement des personnages, en tout ça. Mais par contre, là où ça me sort, c'est plus ça, en fait. Moi, ce qui peut me sortir d'un film, c'est plus acte 1, le réalisateur, le scénariste me place quelque chose, me place une thématique, et acte 3, j'ai pas eu ma réponse, ou alors il est parti ailleurs, ou alors d'une certaine manière, il a fait un hors-sujet. Parfois, on peut avoir ce sentiment-là, quoi, parfois, sur des films. Alors quand je dis hors-sujet, on pourrait croire que le film a développé un propos qui n'est pas le mien, machin. Rien à voir, je parle vraiment pas de ça. Je parle pas de films avec lesquels je suis pas d'accord. Il y a des films avec lesquels la morale, j'en suis pas d'accord et tout. Je parle vraiment le développement du personnage. Le personnage a un comportement dans la scène 12, 40, qui n'est absolument pas... Il manque des étapes. Ce n'est absolument pas cohérent avec ce que j'ai vu, scène 1, tout ça. Ce qui fait que, à partir du moment où Paul Verhoeven... Et donc là, je reviens sur ma première interprétation de Benedetta, avant nos conversations, tout ça. Ça fait que bah, Paul Verhoeven, moi, j'ai pas connaissance de l'histoire vraie de Benedetta, j'ai pas forcément un regard sur la représentation des lesbiennes au cinéma, de tout ça, donc j'ai pas forcément ce regard-là, ce qui fait que moi, acte 1, j'ai des choses qui sont placées, et comme le film développe son truc à lui, bah ça fait quoi, je suis spontanément sorti content, quoi. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense que dans nos conversations, il y avait un peu ce malentendu-là à un moment autour de l'enjeu, parce que du coup j'avais ce truc bah non, bien représenter les scènes de lesbiennes, ce n'était pas un enjeu, puisque pour moi les enjeux c'était la foi de Benedetta, sa relation toxique avec machin... Bah en fait, moi c'est juste pour, enfin parce que je suis prof de philo à mes heures perdues, souvent il y a un truc qui est super compliqué, c'est de faire comprendre aux élèves c'est quoi l'enjeu d'une question qu'on pose. Tu vois, on leur dit voilà, quand vous êtes un sujet de dissertation, il faut comprendre l'enjeu de la question. Et on en discutait entre profs, on disait en fait c'est super dur rationnellement d'expliquer ce que c'est l'enjeu d'une question, tu vois. Et en fait moi j'ai trouvé comment je leur explique pas rationnellement mais émotionnellement.
Je leur dis, l'enjeu d'une question, c'est que si vous répondez pas, vous allez être frustré. C'est que, genre, c'est l'enjeu d'un récit, je leur dis, je prends l'exemple d'un récit, hein, je leur dis l'enjeu d'un film, c'est que s'il dure 1h30 et qu'à 1h15 j'arrête, vous allez me dire, mais il se passe quoi? Mais pourquoi? Ah, là, il y a de l'enjeu. Il y a des films, moi par exemple, devant Dune, de Denis Villeneuve, là, avec Roman, on se regardait, on trouvait qu'il n'y avait pas d'enjeu, au sens où le film aurait pu s'arrêter à 1h, 2h, 2h40, 3h, 8h, je sais pas combien de temps il a duré, en ressenti c'était 3 jours. Désolé ceux qui aiment. On trouvait qu'il n'y avait pas d'enjeu parce qu'on aurait pu sortir de la salle à n'importe quel moment. Et moi je leur explique comme ça, je leur dis, dans un film, il y a de l'enjeu, quand si je vous coupe au milieu, bah vous allez être frustré parce que vous n'aurez pas la réponse. Et ben moi je suis plutôt très d'accord avec cette définition, et en fait ça fait, j'en suis d'autant plus satisfaite que je trouve qu'elle complète bien les discussions qu'on a eues avant justement, donc finalement ça tombe bien qu'on puisse tourner ce podcast que maintenant, parce que la dernière fois on avait parlé d'une distinction que fait Umberto Eco. Je le fais juste pour le citer, pour vous dire que c'est pas moi qui l'ai inventé. Qui est, alors qui fait pas du tout à propos du cinéma, parce que lui il le fait à propos de la littérature, je crois, qui est une distinction, ce qu'il appelle, alors j'ai pas fait, il appelle ça intentio auctoris, intentio operis et intentio lectoris, donc en français, l'intention de l'auteur, l'intention de l'œuvre et l'intention du lecteur. Donc en fait c'est la dernière fois, c'est ce que t'avais expliqué, Roman, c'est-à-dire qu'en fait l'intention du lecteur, ça peut être, ben, toi, avec quelles attentes, et donc du coup, quelle intention tu projettes dans le film. Donc, très clairement, si moi, demain, je vais ressortir un film qui date des années 40 en disant « la non-binarité, elle est pas très bien représentée hein, dans ce truc », bon, peut-être qu'on va me dire « Laurelène, c'est peut-être toi qui projettes des trucs ». Et du coup, en fait, en tant que lecteur ou en tant que spectateur ou auditeur, voilà, on a toujours une intention. Mais en fait, elle sera peut-être pas pertinente pour juger de l'œuvre. Par exemple, nous, la nôtre était Jésus, toi, la tienne était la représentation, parce que tu y allais avec ce présupposé-là, Voilà. dû au groupe dans lequel tu étais. Ouais. De l'autre côté du spectre, il y a l'intention de l'auteur, et là, il y a un biais qu'on peut avoir, mais ça, alors, je saurais pas dire pourquoi on a ce biais, hein, mais c'est de penser que du coup, comme c'est l'intention de l'auteur, elle est plus légitime qu'autre chose. La théorie de l'auteur française de... l'auteur a voulu exprimer quelque chose et c'est sacré. Le réalisateur, c'est l'artiste, donc Voilà, son c'est ça. interview. C'est-à-dire que si par exemple, bah en fait, une œuvre présente plusieurs enjeux et que on veut présente plusieurs éléments et qu'on veut déterminer qu'est-ce qui est un enjeu et qu'est-ce qui en est pas. Si on prend l'intention de l'auteur, c'est bah écoutez, je sais pas, genre lire les correspondances de l'auteur quand on s'écrivait des lettres, regarder des interviews sur YouTube aujourd'hui, etc. Et de dire ah ok, l'auteur, lui, ce qui est important pour lui, c'est ça. Donc du coup, l'enjeu de l'œuvre, c'est ça. Donc du coup, on sélectionne parmi les différents éléments qu'est-ce qui est un enjeu et qu'est-ce qui est pas un enjeu par rapport à ce que l'auteur a voulu mettre. Et donc du coup, si on entend une interview de Verhoeven qui dit, enfin qui parle à aucun moment donné du lesbianisme, bah c'est que le lesbianisme c'est pas un enjeu. Mais donc du coup, Umberto Eco, il met aussi l'emphase sur l'intention de l'œuvre, c'est-à-dire qu'en fait, ben donc cette troisième forme d'intention, l'intention un peu centrale, quoi. Voilà, qui en fait, bah, c'est aussi ce que l'œuvre permet en fait. Et si que l'auteur, il y ait pensé, pas pensé, qu'il ait voulu mettre l'emphase dessus, qu'il ait pas voulu mettre l'emphase dessus, et finalement le lecteur, ce qu'il en pense pas, ce qu'il projette dessus, s'il lui permet quelque chose, bah en fait, c'est un enjeu en soi. Si c'est permis. Et du coup, je suis beaucoup plus d'accord avec ce que avec cette définition de l'enjeu qu'on vient de donner, parce qu'en fait, elle permet de pas mettre les intentions de l'auteur sur comme étant plus noble que l'œuvre elle-même en quelque sorte. Du coup, tous les petits lycéens, là, quand ils sont en cours de français et qui se croient malins à dire ouais, la prof de français, elle nous dit l'auteur a voulu dire que si ça se trouve il a pas pensé à ça, bah vous êtes pas malin en fait. Voilà. Oui, c'est ça. On s'en fout en fait. Quand on dit ah ouais là on voit qu'il a dit que le rideau était bleu, ça veut dire que ouais mais peut-être qu'il voulait pas dire ça. Bah oui mais cette interprétation elle existe en fait. Oui voilà c'est ça. Donc c'est clair. Eh bah je trouve que c'est une parfaite conclusion. Et oui. À tout ce qu'on a pu se dire, incroyable. En plus, on finit tous d'accord au final. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est pas beau. Incroyable. Et sinon, Benedetta, c'était bien sinon. Sinon, c'est bien. En fait, on l'a pas dit. Je peux juste, avant ta conclusion, juste rajouter une anecdote. Roman, on est à 1h06. C'est juste une anecdote, juste. En 1974, il y a un film qui s'appelle Flavia, la défroquée. Voilà, c'est un film italien. Et c'est un film que j'aime énormément, qui traite à peu près des mêmes choses, qui est
c'est obligé, ça a influencé Polo pour Benedetta. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais c'est un Et peu. Voilà. si c'est pas le cas, et si ça ne l'a pas influencé, c'est quand même un truc de fou. Ouais. Je voulais juste conclure là-dessus. D'accord. Voir Flavia la défroquée de 74. Je voulais juste dire... On va pas rentrer dedans parce qu'on a 1h07. Exactement. Je sais qu'il existe un truc qui s'appelle la non-sploitation. Alors maintenant, vous vous démerdez pour savoir ce que c'est. Vous Tu vois, je voulais juste... Voilà, je voulais juste... Sinon, je me... Finir ce podcast sans dire ça, je me sentais pas bien. Parce que vraiment, quand tu vois Flavia et Benedetta, tu fais... Hein? Non mais vraiment. Très bien. On va écouter Roman, Laurelène, merci infiniment pour ce podcast qui était très intéressant. Merci à vous. Merci à vous deux. J'ai passé un bon moment. Ouais, c'était cool. Merci à vous tous qui nous écoutez, c'est grâce à vous qu'on peut faire des formats comme celui-ci, c'est grâce à vous qu'on peut continuer. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Sur YouTube, on a plein d'autres formats, on a des reportages, on a des formats d'analyse vidéo, musique, on a à boire et à manger. Si vous souhaitez nous soutenir, parce que c'est grâce à vos soutiens qu'on peut continuer à faire des contenus de qualité, vous pouvez nous trouver sur Tipeee et Ko-fi. Et sinon, vous pouvez écouter ce podcast sur à peu près toutes les applis de podcast. Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Amazon Music, on est à peu près partout. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, et prenez soin de vous. Salut. Au nom du Seigneur, je vous botte le cul.